Maxime Gorky, qui était l'ami de Tchekhov, plus jeune que lui, disait que la langue russe avait été créée par Pouchkine, Tourgueniev et Tchekhov. C'est dire la place qu'occupe Tchekhov dans le cœur des Russes. Nous, il nous est devenu familier à partir de ces pièces de théâtre. Je rappelle, bon, La Mouette, qui a été créée en 1896, Oncle Vania en 99, Les Trois Sœurs en 1901, La Cerisée en 1904. 1904 qui est l'année de sa mort. Il a 44 ans et il est frappé par la tuberculose. La force de ce théâtre va tenir aussi à la rencontre entre son auteur, Tchekhov, et Nemirovitch Danchenko, ainsi que Konstantin Stanislavski. Ces deux-là avaient fondé le théâtre d'art à Moscou et ils ont révolutionné l'art théâtral. Ils ont vraiment inventé la mise en scène. Mais il faut bien comprendre que les pièces de Tchekhov, et vous verrez les opinions, notamment pétersbourgeoises, à son égard, les pièces de Tchekhov relèvent du banal, du quotidien, de l'impuissance, du hasard. Ils sont donc très loin des effets, des ressorts habituels des textes dramatiques, reposant sur des effets, sur la logique des passions, sur l'enchaînement nécessaire des événements, avec des personnages qui finalement ont un destin et qui sont pris dans des situations exceptionnelles. D'ailleurs, la critique, auquel je faisais allusion à Saint-Pétersbourg, la critique le jugeait nul comme auteur dramatique. La Mouette, on disait, mal conçue, maladroite, contenu invraisemblable, des personnages ennuyeux, faux, incompréhensibles. Mais bon, le public a toujours été au rendez-vous. C'était l'opposition entre la critique de l'époque et puis le public qui venait, qui faisait finalement salle comble autour de ces pièces. Mais du fait des caractéristiques des pièces de Tchekhov, elles exigeaient une toute autre attitude, un tout autre investissement des comédiens que ceux à quoi on avait affaire jusque-là, et qui décevaient d'ailleurs très profondément Tchekhov au départ, quand il a eu ses premières pièces qui ont été montées. Tchekhov nous offre des personnages, au fond, qui sont simplement vrais, tels qu'ils sont, dans la banalité des travaux et des jours, mais pour qu'ils le soient sur scène, encore fallait-il que les comédiens se soumettent eux-mêmes à ce travail intérieur qu'a exigé d'eux Stanislavski. Les deux hommes, Tchekhov et Stanislavski, c'est une rencontre importante. Ils ne s'appréciaient pas forcément l'un l'autre, ils ne s'étaient pas forcément accordés l'un à l'autre, mais c'est pourtant de leur rencontre qu'est né, qu'a pris naissance le théâtre moderne, avec en même temps ce qui était exigé de l'acteur, ce travail sur soi pour être vrai sur scène, par quoi finalement il offre au public le plaisir de cette simple transformation par laquelle un homme comme un autre, un comédien, devient justement un autre, aime, souffre, meurt pour le compte d'un autre qui est le personnage. Et pour cela, on peut dire, il est tout simplement obligé d'être. Mais il faut ce travail sur soi pour rencontrer cette vérité intérieure. Et c'est ce qui lui donne la clé des personnages de Tchekhov, sans quoi la pièce passe pas. Si on avait des auteurs, des comédiens tirant des effets déclamatoires, c'était une catastrophe. D'ailleurs, Tchekhov n'aimait pas tellement Sarah Bernard. Quand il l'a entendu, il n'a pas trouvé que c'était ça qu'il fallait. Donc je parle de vérité intérieure et c'est le mot, au fond, dans lequel se résume, se condense tout Tchekhov. Irène Nemirovsky disait à propos de ses nouvelles, il y en a plus de 600 de nouvelles écrites par Tchekhov, que Tchekhov, même s'il nous montre un homme pendant une demi-page, réussit à nous rendre perceptible sa vie intérieure. Il touche à l'intime,
quand nous parlons de rien d'extraordinaire, de ce qu'il y a de plus infime finalement. Tchekhov, pour le resituer rapidement, c'est un petit-fils de serf. Il est né en 1860, le servage sera aboli en 1861. C'est donc petit-fils de moujik, son grand-père en était un, Egor. Il avait racheté son affranchissement 20 ans plus tôt. Le père de Tchekhov, Pavel, un homme pieux, qui battait ses enfants comme plâtre, bien sûr, pour leur bien, et qui rabrouait sa femme. Il ne le battait pas, enfin, en général, il les battent. Et son père, lui, s'était hissé dans la catégorie des marchands. Dans un port qui se trouvait au bout de la mer d'Azov, avec derrière la steppe du Donetsk, ce port c'était Taganrog, et Tchekhov, lui, va, dans cette famille nombreuse, va miser sur l'école. L'école qui est devenue, à ce moment-là, le plus important moyen de promotion sociale. Et pour se tirer d'affaire, pour même subvenir aux besoins de sa famille, il fait des études, il n'est pas particulièrement brillant, son frère Alexandre est autrement brillant plus brillant que lui, il n'est pas très brillant, mais il s'accroche pour passer sa médecine, pour devenir médecin, tout en écrivant et en publiant des petites histoires pour subvenir aux besoins de sa famille, qui a toujours été une famille extrêmement solidaire, groupée dans la tradition des communautés paysannes fondées sur la famille. C'est un homme modeste, Tchekhov, derrière deux autres frères plus brillants, Alexandre, qui va quand même rater sa vie, et Nikolaï, le peintre, un très bon peintre, mais qui va mourir tuberculeux et jeune. Tchekhov, c'est un médecin qui soigne les paysans, souvent gratuitement, et qui raconte, avec humour, très souvent, des histoires banales de la vie de tous les jours. Et comme il l'écrit dans ses carnets, il pense une seule chose. Je le cite, « Finalement, dit-il, tout ce que l'on peut faire pour l'humanité, » il fait référence aux grands auteurs comme Tolstoï, etc. Lui, tout ce que l'on peut faire pour l'humanité, c'est de dire la vérité. L'homme deviendra meilleur quand nous lui aurons donné la possibilité de se voir tel qu'il est. Donc ce médecin qui soigne, qui essaie de diminuer les douleurs, ce nouvelliste du quotidien, des hommes ordinaires, ne juge pas. Il se veut seulement être un témoin. Comme il le dit au bout d'une de ses nouvelles, Les voleurs, il dit, si on parle de voleurs de chevaux, et Irène Nemirovsky dira que même là, avec ces voleurs de chevaux, il va rendre leur vie intérieure complexe, colorée, etc. Mais même si on parle de voleurs de chevaux, il est inutile de dire qu'il est mal de voler des chevaux. Donc, toujours le mot de Tchekhov, je ne condamne personne, je ne donne raison à personne. C'est ce qu'il écrit à son frère Alexandre à propos d'une de ses premières pièces, Ivanov, de 1889, qui est une sorte de drame, de farce tragique, dont le personnage d'ailleurs ressemble un peu à son frère Alexandre. Cette période, Ivanov, est une autre nouvelle, une banale histoire ou une morne histoire, caractérise une période sur laquelle s'est concentré un autre grand écrivain qui s'appelait Léon Tchestov. Et Tchestov est parti de ses textes dans un texte qui s'appelle L'homme pris au piège, pour dire comment il voyait Tchekhov. Je cite car nous allons approcher peu à peu de nos textes à nous. Tchekhov, dit Tchestov, est le chantre de la désespérance. Il tuait les espoirs humains et n'a fait que cela 25 ans durant. Tchestov relevait ce qu'il dit, cet art de tuer d'un souffle, d'un regard, tout ce qui fait la vie et l'orgueil de l'homme. Dès qu'un homme s'enlise sans espoir de s'en tirer, Tchekhov alors commence à s'animer. Il s'est toujours senti attiré vers les problèmes insolubles de par leur essence même. Le présent, c'est l'impuissance, l'invalidité. L'avenir inévitable, c'est la mort. Bref,
L'essence de la vie, c'est que le labyrinthe est sans issue. Et il ajoute encore un long texte de Léon Tchekhov, n'est-ce pas? Le vrai, l'unique héros de Tchekhov est l'homme désespéré qui n'a absolument rien à faire dans la vie, sinon se frapper la tête contre un mur. Il apporte partout avec lui la mort et la destruction. Le monde de Tchekhov, ça représente une déflation complète des idéaux et des orgueils humains. Et d'ailleurs, Tchekhov écrivait lui-même, on était dans la fin de l'année 92, à celui qui a été l'ami de toute sa vie, Souvorine, à Pétersbourg. C'était un petit-fils de serf, lui aussi. Mais il était devenu l'un des hommes les plus riches et les plus influents de la Russie de la fin du XIXe siècle. Il était propriétaire et directeur des Temps Nouveaux, qui était le journal le plus prestigieux de toute la Russie, qui va publier Tchekhov sous son vrai nom, et non plus sous les pseudonymes derrière lesquels il se cachait quand il écrivait plus jeune ses premières nouvelles. Et la lettre qu'il adresse que Tchekhov adresse à Souvorine mérite d'être citée ici. Laissez-moi, donc Souvorine, c'est vraiment un grand ami, ils étaient de tempéraments très différents, mais je veux dire, jusqu'à la fin, d'ailleurs Souvorine soutenait souvent Tchekhov dans ses difficultés financières. Laissez-moi vous rappeler, lui dit Tchekhov, que les écrivains que nous appelons immortels, ou simplement bons, ceux qui nous enchantent au point de nous faire perdre nos esprits, se distinguent tous par une qualité essentielle. Ils suivent un chemin précis et vous demandent de les accompagner. Ils ont un but, et vous le sentez non seulement par l'esprit, mais par tout votre être. Les buts de ceux de moindre envergure sont immédiats. L'abolition du servage, l'indépendance nationale, la politique, la beauté, ou simplement la vodka. D'autres ont des buts plus lointains. Dieu, l'au-delà, le bonheur de l'humanité, etc. Les meilleurs d'entre eux sont réalistes et peignent la vie telle qu'elle est. Mais la conscience de leur but se retrouve dans chaque ligne. Elle déborde de partout et vous êtes séduit parce que, par-delà la vie telle qu'elle est, vous apercevez une autre, la vie telle qu'elle devrait être. Et nous les écrivains d'aujourd'hui, nous peignons, nous aussi, la vie telle qu'elle est. Mais au-delà, il n'y a rien. Même fouettés, nous sommes incapables de faire mieux. Nous n'avons aucun but, ni immédiat, ni lointain. Notre âme est vide. Et il conclut, nous n'avons pas de conviction politique, la révolution ne nous fait pas rêver, nous n'avons pas la foi, les fantômes ne nous font pas peur, et en ce qui me concerne, je ne redoute même pas la mort ou de devenir aveugle. Celui qui ne veut rien, n'espère rien et ne craint rien, ne peut être un artiste. Et donc, pense-t-il, je ne suis pas un écrivain, et pendant longtemps, il pensera qu'il n'est pas un écrivain. Notons au passage que cette dernière question rappelle quand même les questions qui résumaient pour Kant dans le canon de la première critique l'intérêt de notre raison. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Vous avez la réponse de Tchekhov. Rien. C'est cette attitude de négation qui amène Irène Nemirovsky, vous rappelez, c'est cette romancière russe qui est née en 1903, qui meurt à Auschwitz en 1942, c'est cette attitude de négation qui amène Irène Nemirovsky à évoquer en ces termes l'œuvre de Tchekhov. Ces récits sont tristes. On a le cœur serré en le lisant. Pour lui, ce qui fait son mal, c'est que la vie, à ses yeux, n'a aucun sens. J'ajoute que c'est cela aussi qui fait l'actualité de Tchekhov en ce XXIe siècle, quand on ne se fait plus trop d'illusions sur rien. Le désenchantement, c'est le trait fondamental. Irène Nemirovsky précise « Un calme désenchantement imprègne chaque ligne de ses œuvres, quelquefois malgré lui, et leur donne un accent particulier, lucide, doux, tranquille.
Et alors elle se met à opposer Tchekhov à Tolstoï. Les deux d'ailleurs se connaissaient. Il y a eu une forte influence à un moment donné de Tolstoï sur Tchekhov, après quand Tchekhov avait lu La mort d'Ivan Illich de Tolstoï, il l'avait lu en 88-89, et il y a une période de la vie de Tchekhov qui est influencée par Tolstoï, et puis ils se sont rencontrés en 1895, et ils sont restés profondément, au fond, amis. Et voilà comment elle oppose Tchekhov et Tolstoï. Tolstoï est pétri de passion, d'entêtement sublime. Tchekhov est sceptique, détaché de tout. L'un brûle comme une flamme, l'autre éclaire le monde extérieur d'une froide et douce lumière. Le grand seigneur, Tolstoï, idéalisait les humbles. Le roturier, Tchekhov, avait trop souffert de la grossièreté, de la lâcheté de ces humbles pour ressentir envers eux autre chose qu'une compassion lucide. Tolstoï méprisait l'élégance, le luxe, la science, l'art. Tchekhov aimait tout cela. Tolstoï haïssait les femmes et l'amour charnel, parce que le renoncement était difficile à sa nature passionnée, à son corps vigoureux. Tchekhov, délicat, malade, ne comprenait pas l'importance du péché, car ce péché, en somme, n'avait jamais engagé sa nature profonde. Mais sans doute le précipice entre eux, qui ne put être comblé, provenait du fait que Tolstoï était croyant et que Tchekhov ne l'était pas. L'un avait une foi torturée, l'autre une incrédulité calme. Tchekhov donc mort juste avant le temps des révolutions et des lendemains qui chantent, anticipe le temps, le nôtre, où l'on est sans illusion, où il ne reste qu'à faire avec soi-même comme avec les autres, en s'acceptant et en les acceptant. Seulement, Irène Nemirovsky met aussi en valeur dans ces révélations de l'intime qui sont propres aux nouvelles de Tchekhov, auxquelles nous allons venir maintenant, elle met en valeur quelque chose dont, dit-elle, héritera Catherine Mansfield, qui aimait bien Tchekhov, dont elle le rapproche. Leur secret, c'est, dit Irène Nemirovsky, en choisissant un personnage dans la foule, de ne pas le prendre dans une crise de son existence, mais dans le quotidien des jours, dans l'ordinaire, non pas dans l'exceptionnel. Et le lecteur se reconnaît dans ses existences moyennes, dans ses jours monotones, sans éclat. Il se reconnaît et il se retrouve. Et là, je salue ici, puisque nous sommes sur la scène même, si vous enlevez cette table, c'était exactement ainsi que la pièce est jouée. Je salue le parti pris qui a été celui de la metteur en scène, Inde Kadour. Elle a monté sur scène des nouvelles, cherchant ce qui fait la théâtralité finalement du monologue, ce qui peut faire d'un narrateur un personnage de théâtre. Et d'ailleurs, ça n'est pas du tout étranger à ce que Tchekhov a fait parfois lui-même. Il a parfois adapté pour le théâtre certains de ses récits, comme En automne, qui servit de point de départ à Sur la grande route, ou bien Calcas, dont il a tiré une pièce en un acte, Le chant du cygne. Il y a donc là une théâtralité à chercher, à adapter dans ces nouvelles. Et la scénographie qui a été inventée à l'occasion et par Roland Deville est très judicieuse. Avec ce dispositif, vous êtes là, et derrière moi également, où se mettent les spectateurs, et le comédien est là, parmi eux, parmi nous. Il est pour ainsi dire avec nous, et nous avec lui, et qui nous regarde. Et le fond de miroir que vous voyez ici réfléchit la salle en renforçant cette impression que nous sommes de part et d'autre de l'éclairage central, de l'entourer, de s'approprier ce qui se joue ainsi au plus près de nous, en abolissant la distance de la scène dont nous faisons dès lors nous-mêmes partie. Ahmed Ben-Bachir, l'acteur en effet, circule ici dans cet espace, il est assis parfois parmi les spectateurs qui sont derrière moi, ou venant, s'avançant parmi les spectateurs où vous êtes maintenant.
c'est dans cette proximité où on se retrouve, où on se reconnaît dans le familier, quelque chose qui est bien perçu, qui a été bien saisi et bien rendu dans la mise en scène. Mais dans cette proximité, il faut bien comprendre que l'art de la nouvelle, qui est un art subtil, rappelez-vous toujours la référence à Catherine Mansfield qui peut nous guider ici encore, cet art ménage, je dirais, une ouverture, parfois inattendue, une entrevision. Et c'est ce que font admirablement sentir ces deux nouvelles qui sont d'ailleurs et qui ont été ici présentées l'une à la suite de l'autre, avec l'intention, si je puis dire, comme dans le théâtre antique, de faire se succéder une tragédie et une comédie qui vient à la suite, n'est-ce pas, à l'inverse de leur chronologie. Je rappelle que la Chez Soi, enfin, la nouvelle qui s'appelle Chez Soi ou qui s'appelle aussi À la maison, cette nouvelle date de 1887 et Le violon de Rothschild date de 1894. On vous donne d'abord Le violon de Rothschild et vous avez après, bien sûr, le Chez Soi. L'art de la nouvelle, c'est, je dirais, à un moment ou à un autre, de vous ouvrir à quelque chose d'autre, de tout autre, de prendre soudain une autre résonance, de glisser vers une autre échappée, vers une autre dimension. Alors, dans les contes de fées, dans les laits du Moyen-Âge, c'est une chose simple. Le héros est dans ce monde et brusquement il accède, en traversant une barrière humide, il accède à un autre monde, qui est évidemment celui de la féerie. Il entre dans la merveille. Dans les nouvelles de Tchekhov, c'est un moment privilégié où, je dirais, dans la grossièreté, la banalité, l'ordinaire du quotidien dont je parlais tout à l'heure, quelque chose devient perceptible de la vie intérieure. Mais dans cette vie intérieure, ce qui devient perceptible, c'est comme un moment de grâce, un moment d'émotion. Et c'est ce qui faisait dire à Alexandre Solzhenitsyn, qui a écrit, on a publié récemment ma collection littéraire, et il y a un chapitre intitulé Immersion dans Tchekhov, où il donne ses réactions par rapport à plusieurs nouvelles de Tchekhov. Il n'aime pas tous les récits de Tchekhov, d'ailleurs. Il estime que Tchekhov ne comprend pas la paysannerie russe. Il est bien pour les petits bourgeois. Et puis il a cette manie d'intelligentsia de toujours dénoncer la vie russe. Il n'aime pas le violon de Rothschild, d'ailleurs. Il est pourtant un pur chef-d'œuvre, mais celui-ci ne l'aime pas. Pour lui, ça relève trop de cette manie de détester ou de dénoncer la vie russe. Mais il dit quand même aussi, à propos d'une autre nouvelle de Tchekhov, qui est La Semaine Sainte, qu'il juge à juste titre clairement autobiographique, un petit chef-d'œuvre également, il dit « pure est son âme ». Ce qui fait écho d'ailleurs à un passage du texte où le jeune enfant, après s'être confessé, dit « Le lendemain, je m'éveille, l'âme sereine et pure, comme une belle journée de printemps ». Solzhenitsyn parle de la pureté de cœur de Tchekhov, car, dit-il, de la pureté il faut en avoir pour apercevoir les purs, et ensuite nous les montrer avec tant d'assurance. Et ça arrache ce cri à Solzhenitsyn, même quand il est mal à l'aise ou qu'il n'aime pas certaines nouvelles de Tchekhov. Dans l'ensemble, dit-il, la figure de Tchekhov, quelle lumière, quelle tendresse. Et ça fait écho à ce que dira Irène Nemirovsky. Le récit, dit-elle, laisse l'impression d'un accord musical extraordinairement tendre et pur. Donc il nous faut réentendre de cette façon-là les deux nouvelles qui nous ont été présentées, les relire et les réécouter, pour bien percevoir cette résonance, quelque chose qui vibre, qui révèle une humanité. On n'entre pas, comme dans les récits qui utilisent la féerie de l'autre monde, on n'entre pas dans un autre univers surnaturel, ni même dans quelque chose qui serait de l'ordre du transcendant, d'une spiritualité ou d'une grâce divine. Non, on est dans l'humain. On touche ce fond d'humanité que rien ne peut démentir en chacun. Et c'est comme
même pas une trouée de lumière, une petite lueur dans la grisaille et la grossièreté du plus banal des quotidiens. Prenons comme le faisait Ahmed Belbachir, à la fois narrateur, personnage et tout simplement l'un d'entre nous, c'est pour ça qu'il s'assoit parmi nous d'ailleurs. Reprenons ce violon de Rothschild. De quoi est-il question? Il est question d'un solide gaillard de 70 ans, Yakov, qui fabrique des cercueils dans un petit village. D'emblée, on est, remarquez là, avec cette activité, dans l'horizon de la mort. Mais dédramatisé ici. On fait des affaires avec ça. Et les affaires ne marchent pas. Ça, c'est l'humour de Tchekhov. On ne meurt pas assez dans ce patelin de vieillard. Comment faire des affaires avec la mort? Ça, c'est la vie concrète, terre à terre. Il faut bien gagner sa vie d'une façon ou d'une autre. Notre Yakov, c'est un bon artisan. Il peut faire de la belle ouvrage. Hein. Quand sa femme est morte, il admire finalement le cercueil qu'il vient de lui faire. Il vit comme un paysan, comme un moujik, dans ces conditions que Tchekhov lui-même a bien connues au tout début de son enfance, la famille entassée dans une seule pièce de l'isba, la chaumière, et l'homme, quand il est chef de famille, en général, bat sa femme et ses enfants. Rappelez-vous les corrections infligées par Egor, le grand-père, à Pavel, qui lui sera le père de Tchekhov. Il lui en a laissé la trace sur le dos, au point que ça l'a gardé un handicap pour toute la vie, le dit Pavel. Donc, Yakov fait du solide dans son domaine. Seulement, la vie, pour lui, n'est qu'une façon de comptabiliser ses pertes, à savoir tout ce qu'il ne gagne pas en raison de différentes circonstances, les jours chômés, les clients partis mourir ailleurs, les intérêts perdus sur ses gains virtuels. Bref, cet homme qui gagne sa vie avec la mort n'accumule que des pertes. C'est drôle. C'est aussi très éclairant et je dirais même symbolique, cette façon de présenter l'existence, mine de rien. Vivre, qu'est-ce que c'est? C'est avoir affaire d'une façon ou d'une autre avec la mort. Et c'est en permanence perdre quelque chose. C'est donc non pas un gain, mais une soustraction. Ou bien s'il y a addition, c'est l'addition de toutes les pertes cumulées. Vivre, c'est perdre. Insatisfaction fondamentale, ce n'est jamais ça. Et puis il y a autre chose qui surprend. Dans cet univers qui est brutal, qui est borné, c'est le violon. La musique, bien sûr, fait partie intrinsèque, hein, par les chants, les comptines transmises par la gnagna, les comptines de l'âme russe. Et Yakov est très très doué pour jouer du violon. Ça lui sert de consolation pour les pertes qu'il éprouve. Et là encore, on reste dans la brutalité. D'abord, il joue pour gagner quelques sous de plus. Et puis, surtout, il joue dans un orchestre juif. Et comme tous les Russes, il déteste les Juifs. Solzhenitsyn note l'apparition de ce thème du juif dans l'œuvre de Tchekhov. Solzhenitsyn a écrit un livre, qui lui a été reproché d'ailleurs, sur cette fracture russo-juive. Pour le dire d'un mot, pour Solzhenitsyn, il n'y a pas de place pour deux peuples élus. Il n'y en a qu'un seul peuple élu, il ne peut y en avoir qu'un seul. C'est la racine, pense-t-il, de cette hostilité profonde qui existe entre les Russes à l'égard des Juifs. Et il se demandait, à propos de cette nouvelle, avec une façon un peu sceptique, si ça pourrait valoir comme un appel symbolique à la réconciliation russo-juive en général. En tout cas, le violon, quand on en parle, c'est d'abord le moment où Yakov va injurier et même s'apprête à battre brutalement le malheureux flûtiste de l'orchestre juif qui était venu le voir et qui s'enlaille et qui est dénommé, allez savoir pourquoi, Rothschild. Et puis, il y a sa femme, Marfa.
Et dans la logique de cette brutalité paysanne et bornée, de cette vie où on compte les sous en déplorant les gains escomptés en vain, sans que les morts finalement comptent pour plus que le bénéfice que leur cercueil peut apporter. Notez la dureté d'ailleurs de Yakov à l'égard des enfants. Il n'aime pas faire des cercueils pour enfants, ça n'a aucun intérêt à ses yeux. Eh bien sa femme, en 50 ans de vie commune et de vie soumise de la part de la femme, apeurée, terrifiée par ses colères, sinon ses coups, la vieille comme il dit, eh bien sa femme, voilà, elle va mourir. Et là il se passe quelque chose. Pour une fois, elle a l'air heureuse. Elle semble contente de mourir. C'est sa délivrance. Cette remarque du narrateur est d'une cruauté dévastatrice dans le récit. Sa femme, au fond, aux yeux de Yakov, elle chuchote avec la mort, comme si la mort et elle étaient complices. Et là, Yakov se souvient. C'est la première fêlure qui se produit dans cette sorte de bloc entre Yakov. Première fêlure d'humanité, comme une pointe de remords. En 50 ans, se dit-il, il n'avait jamais eu pour elle la moindre attention, la moindre gentillesse, le moindre geste. Il passait son temps à lui crier dessus à cause de ses pertes d'argent et dans des colères terribles. Alors il l'amène à l'hôpital. Et là, ça se passe mal. L'officier, le médecin, l'aide-médecin lui signifie brutalement qu'elle a fait son temps. Avec l'âge qu'elle a, ça va comme ça. Et au fond, lui-même calcule quel sera le meilleur moment pour faire son cercueil, où il perdra le moins d'argent possible. On est à la fête de la Saint-Jean, puis il y a les jours chômés, le lundi où on ne travaille pas en plus, tout ça, pour lui faire son cercueil. Et puis l'enterrement fera l'objet d'économies, ça ne lui coûte rien. Mais ici encore, attention, une nouvelle déchirure se produit. Juste avant de mourir, Marfa a dit à Yakov, « Tu te rappelles, Yakov, ce petit enfant blond que Dieu nous avait donné, et nous deux qui chantions au bord de la rivière sous un saule? Ah, la petite est morte. » Et là, c'est comme un mur. Yakov ne se rappelle ni l'enfant ni le saule. Pourtant, la fêlure est là. Quand il revient de l'enterrement, une grande tristesse l'envahit. Et lui revient en pensée de nouveau la vie de sa femme. De nouveau, il se souvient qu'il n'avait jamais eu le moindre geste pour elle. Et ça ne suffit pas encore à casser le mur. Il faut encore quelque chose. Et dans l'intervalle, on retrouve Rothschild, qui vient voir Yakov pour lui demander de jouer dans l'orchestre juif en question, parce qu'on a besoin de lui. Et de nouveau, explosion de violence, d'injures, de coups sur cette tête d'ail, ce youpin. Et puis, dans le lointain, il va entendre un cri, pendant que Rothschild est en fuite, moqué par les enfants, à sa poursuite. Il entend le cri douloureux de Rothschild qui est brusquement mordu par un chien. Il y a eu là deux événements. Le visage enfin heureux de sa femme qui allait mourir, le rappel du saule et de l'enfant, et puis le cri de douleur de Rothschild en fuite. Et ça chemine en silence dans sa tête, pendant qu'il continue d'errer sur le chemin du retour aux abords de la ville. Et là, c'est le troisième choc. À chaque fois rendu avec beaucoup d'intensité par le jeu d'Ahmad El-Bashir d'ailleurs. Il arrive devant le fameux saule. Et soudain, dans sa mémoire, surgit comme vivant le petit enfant blond et le saule de Marfa. Et là, il fait un effort. Et brusquement, il comprend tout ce à côté de quoi il est passé avec ses cercueils, après tout. Il aurait dû connaître une autre vie. Il aurait pu utiliser cette rivière, pêcher, vendre le poisson, canoter pour aller jouer du violon de place en place, partout,
où ça aurait rapporté bien mieux qu'avec ces cercueils. Bon, là on le retrouve, ah, que de pertes, se dit-il. Et puis vient une réflexion philosophique, une réflexion profonde. À la vue de ce paysage, donc il se souvient qu'il y avait des bois de bouleau qui étaient là, il y avait un bois de pin également que l'on voyait. À la vue de ce paysage qui est maintenant déboisé, et qui est laissé, ou bien qui est laissé en friche, pourquoi, se demande-t-il, pourquoi les hommes ne peuvent-ils vivre sans ces dommages et ces pertes? Donc on passe toujours à côté de la vie. C'est ce constat désabusé devant cette incurie et cette sottise humaine. Et pourquoi avoir maltraité sa femme? Pourquoi avoir maltraité ce petit juif? C'est les deux figures clés de son remords, sa femme et ce juif musicien. Et c'est sa prise de conscience d'une vie gâchée. Car c'est là la question qui nous est posée, torturante, poignante. Tout un chacun n'a-t-il pas quelque part gâché sa vie? N'est-il pas passé à côté? Alors survient une révélation bouleversante qui va se traduire par deux gestes tout simples. Lorsque Rothschild, renvoyé encore par le chef de l'orchestre pour ramener Yakov, quand Rothschild revient auprès de Yakov, cette fois Yakov ne crie pas, ne le frappe pas. Il lui fait un signe d'approcher cette fois. Et il joue du violon. Et il joue du violon d'une façon qui en tire une infinie tristesse. Et puis à l'instant de mourir, lui-même, le cœur saisi d'angoisse, il se souvient du visage malheureux de sa femme et il se souvient du cri désespéré du juif mordu par le chien. Et alors ce violon, son violon, qui allait rester orphelin. Notez qu'avec le mot d'orphelin, il y a quelque chose qui fait résonance avec l'enfant qui a été perdu. Ce violon, son violon qui au fond pourrait très bien disparaître, comme les bouleaux et comme le bois de pin ont disparu eux-mêmes du paysage de la rivière. Ce violon, il le fait donner, le don, le contraire de cette comptabilité des gains et des pertes. Il le fait donner à Rothschild, qu'il avait écouté. Et qu'il avait écouté dans une sorte d'extase, qui lui a arraché avec les pleurs un cri, ce cri Vak, qui est une exclamation de tristesse particulière, comme nous le dit au yiddish de type russe. Ce cri une sorte de tristesse sublimée de Rothschild répond bien sûr au cri de douleur lorsqu'il a été mordu par le chien. Et ce cri va se répercuter désormais chaque fois que Rothschild rejouera sur le violon ce que jouait Yakov. C'est bouleversant parce que ce mur de brutalité bornée de ces bêtes humaines s'est soudain lézardé, écroulé, pour que s'exhale quelque chose qui par la musique tient à l'âme, porte dans une tristesse indicible ce qu'il y a en chacun de plus profondément humain. C'est à cette autre chose qu'on porte au fond de soi que la nouvelle a alors donné accès, dans une sorte d'entrevision. Et peut-être alors on devient meilleur. Et le russe s'est réconcilié avec le juif. Et l'homme a reconnu la lumière silencieuse d'une femme. Le récit qui est donné ensuite, chez soi ou à la maison, se présente dans un contexte tout différent. Non plus paysan, mais intellectuel, bourgeois. Et le soir, revient à la maison le procureur Bykovski. Là, la brutalité est loin derrière. Bykovski se rappelle le souvenir d'une époque où on dressait les enfants à coups de fouet sans pitié, comme Egor et comme le père de Tchekhov, Pavel. Tchekhov qui dit que « Je hais le mensonge et la violence sous toutes ses formes », disait Tchekhov. Et là, ne croyez pas que la tragédie soit pour autant absente. Elle n'est jamais loin, la tragédie. L'enfant qui vient devant son père, l'enfant a 7 ans, cet enfant a perdu sa maman. Et il a perdu aussi son oncle Ignacy qui jouait du violon.
Il est malingre et frêle, cet enfant, délicat de poitrine. Il risque la tuberculose, comme son oncle Ignacy. La nouvelle est écrite en 1887, et je vous rappelle que depuis la fin de 1884, Tchekhov a craché du sang, sa première hégoptysie, dont il finira par mourir à 44 ans. On est dans une atmosphère chaude, familiale, mais que la mort a déjà cernée. Tout se concentre ici sur le père et le fils, et sur le thème de l'éducation. Éduquer, un des trois métiers impossibles, dira Freud, n'est-ce pas? Ce que d'ailleurs dit explicitement le père de l'enfant, ici, dans ce texte de Tchekhov. Alors il s'est passé une chose, c'est que le fils, qui a pourtant toutes les qualités, ce fils a fumé. Il a fumé en cachette. Et le père, affectueusement, lui fait la morale. Mais il n'arrive pas à capter l'attention de son fils. L'enfant n'écoute pas. L'enfant suit ses idées, il a son petit univers à lui. Ah, les mères sont irremplaçables, se dit le père, qui se juge lui-même être un piètre éducateur. En fait, la nouvelle est en train d'esquisser, mine de rien, témoigner d'une toute autre éducation fondée sur l'amour, sur le raisonnement, sur la personnalité de l'enfant, très en avance sur son époque, comme vous le voyez, à l'opposé de cette autorité féroce du fouet, du père fouettard, des châtiments corporels, de la terreur, qui était l'ordinaire dans le monde de la paysannerie. Et là, pendant que l'enfant se joue de son père, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Le père essaie de lui faire comprendre, il ne faut pas fumer, il ne faut pas voler le tabac dans le bureau de ton père. Et qu'est-ce que fait l'enfant pendant que son père lui dit ça? L'enfant joue avec la barbe de son papa. Il s'est mis sur ses genoux et il joue avec la barbe de son père. Alors, jouer avec la barbe du père, quand on sait ce que représente la barbe, c'était jouer avec l'autorité. Donc il n'y a plus aucune autorité, il n'y a pas de figure du père impressionnante ici. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui bascule. Dans les grands yeux sombres de l'enfant, il semblait au procureur que sa mère, à lui, sa femme, et tout ce qu'il avait jamais aimé, le regardait du fond de ses prunelles. Fragment de vie intérieure, qui se découvre soudainement à nous. Et de ce fond d'amour, le reste va jaillir. Parce que le fils doit aller au lit. Alors le père improvise une histoire à son habitude pour que son fils s'endorme. Il va lui raconter, il improvise un conte de fées. Il était une fois un vieux roi dans un palais de verre. Et ce vieux roi avait un fils qui était tout ce qu'il y avait de plus sage. Seulement voilà, ce fils fumait, comme toi, dit-il à son enfant. Et alors le petit prince a tellement fumé qu'il en est devenu tuberculeux. Et puis il est mort. Et la beauté du palais et du royaume s'est éteinte, s'est anéantie, avec la solitude du vieux roi, laissé tout seul. Et là, de nouveau, il y a quelque chose qui se joue, au plus intime, dans le cœur du fils, dont les yeux se voilent de tristesse, par ce biais de l'imaginaire, sans qu'on ait fait gronder la morale. La résolution de l'enfant est prise, et de sa seule responsabilité, il dit à son père, « Je ne fumerai plus ». On touche d'ailleurs ici, commente Tchekhov lui-même, une constante humaine, comme s'il fallait le voile de la beauté pour faire accepter ou admettre la vérité. Comme si l'être humain avait besoin de se prendre à l'illusion pour que la vie prenne sens et prenne sérieux. Dans ces deux nouvelles, d'ailleurs, il y a ce recours à l'art et à son émotion. La plainte du violon avec Rothschild, le rêve porté par une belle histoire dans Chez Soi. Mais dans les deux cas, c'est ça ce qui fait l'art de la nouvelle, et ce miracle. On a touché l'homme au plus profond, dans sa vie intérieure. Ce sont les souvenirs de Yakov,
qui ont du mal à revenir, qui vont remonter à un moment ou à un autre par un effort. Et il faut 3 temps pour y parvenir. Et ce sont les yeux de l'enfant dans la nouvelle chez soi. On a touché l'homme dans ce qui ressemble à un peu de lumière, dans la banalité, la médiocrité ou le ratage de l'existence. Alors vous comprenez mon titre et pourquoi Tchekhov traverse les générations et les pays sans une ride, avec une actualité qui ne se dément pas. L'humain d'abord, rien de plus et rien de moins.